On part à présent pour le Dimanche Magazine. Notre invité est installé, c'est le chef du bureau des opérations au groupement des sapeurs-pompiers militaires, lieutenant-colonel Boni Nimba. Merci encore d'avoir accepté d'être avec nous. Nous allons suivre ce petit élément vidéo que nous proposent Loseni Sissé et Franck Quadio. Jeudi 8 mai, sur les réseaux sociaux, des images effarantes. Une maison en flammes, conséquence de l'explosion d'une bouteille de gaz et une victime, Jolina Joly, web comédienne bien connue, qui décède des suites de ces brûlures 2 jours plus tard. Une victime de plus. La toile est émue, mais cela aurait pu être évité car aujourd'hui la qualité des bouteilles de gaz reste problématique, de même que le conditionnement du butane. Il y a trop de faux sur le marché, ce qui fait qu'il y a trop d'explosions. On ne comprend pas, on ne sait pas d'où viennent les bouteilles là. Donc c'est un truc que le gouvernement doit voir pour voir si on peut avoir de bonnes bouteilles. Le butane, ce combustible à usage domestique, reste nocif, en partie à cause de l'ignorance des usagers. Le doyen Kakou, chef de communauté, nous mène vers un dépôt de gaz. Pour identifier la bonne bonbonne, suffit de bien lire les indications. De la codification, si vous voyez par exemple sur une bouteille on a mis C25, ça veut dire que la bouteille se périme en 2025, mais au 3e trimestre. La codification c'est A, B, C, D. A, le premier trimestre, B, le second trimestre, C, le 3e et le 4e trimestre. Donc, si vous voyez par exemple D06, ça veut dire que la bouteille se périme au 4e trimestre de 2006. Responsabilité cependant partagée, les opérateurs doivent aussi communiquer sur la question. Il faut dire que c'est vraiment déplorable. Cela occasionne des morts, des pertes en vies humaines, des dégâts matériels. Et donc, moi, je m'inscris d'abord dans la prévention et dans la sensibilisation de la population pour éviter ce genre de situation. Il y a aussi cette grande préoccupation des usagers, la conduite à tenir en cas de fuite, une des causes des explosions dans les ménages. En 2025, les sapeurs-pompiers ont effectué 3500 interventions, dont 1400 liées aux explosions de gaz, soit 20%. Au GSPM de l'Indénié, le sergent-chef Akani nous explique. Il ne faut jamais mettre de l'eau dans la casserole, même dans la marmite qui est en feu. Regardez, je vais mettre de l'eau, vous allez voir comment ça va se comporter. C'est de l'eau de robinet que j'ai pris. Je vais mettre dans la friteuse. Vous voyez, lorsque vous mettez de l'eau, le feu devient plus grand et va se communiquer, va se propager à toute la pièce. Ce qu'il faut faire est simple. Il faut utiliser le couvercle de la casserole. Je viens doucement et puis je recouvre la casserole pour éteindre le feu. Quelques secondes après, le feu s'éteint. C'est ce qu'il faut faire. À défaut du couvercle, je peux utiliser une serviette mouillée. Et c'est ce qui est autorisé. J'utilise une serviette mouillée pour éteindre le feu. Je prends ma serviette, je la mouille et je le sors un peu. Ensuite, je vais vers le feu. Je me protège les mains avec la serviette. Je fais attention à la flamme et je recouvre la casserole. Quelques secondes après, le feu est éteint. Hélas, bien de méconnaissance, la cause de l'essentiel des drames. À cela s'ajoute le transvasement illégal du gaz butane. Entre 2023 et 2024, plus de 10 000 bouteilles de gaz ont été saisies par la Direction générale des hydrocarbures. Mon colonel, ça a l'air simple, hein, ce qu'on a vu avec le sergent-chef, c'est cette démonstration. Et pourtant, on a quand même besoin de formation, non? Oui, effectivement, ça a l'air simple, mais c'est parce que c'est un professionnel entraîné, formé et qu'il le faut au quotidien. Pour les populations, il faut s'adresser aux services de secours et vous pouvez être formé à ces techniques qui sont des techniques de fortune, mais qui permettent de vraiment parer au plus pressé en cas de feu de cuisson. D'accord. Tout à l'heure, à l'entame de notre journal, on parlait de 110 interventions au jour, mais ce n'est pas pour des explosions de gaz, hein, c'est pour toutes vos interventions, tout y compris. Et effectivement, dans notre secteur de compétences, chaque jour, nous avons en moyenne 110 interventions toute nature. D'accord. Dans ces 110 interventions, nous avons moins de 15%, c'est-à-dire 12 interventions qui sont des interventions pour feu. Et parmi ces interventions pour feu, nous avons 3 interventions qui sont des interventions pour feu de gaz. D'accord. Donc chaque jour, nous avons 3 interventions de feu. Est-ce qu'on peut dire que le phénomène d'explosion de bouteilles de gaz est en recrudescence? Est-ce qu'on peut dire que ça monte? Non, je ne pense pas. Nos chiffres le disent. Dans ces 3 interventions par jour, c'est-à-dire que depuis le 1er janvier jusqu'au 30 avril, nous avons eu 254 interventions pour feu de bouteilles de gaz. Parmi ces 254 interventions, nous avons moins de 5% de cas d'explosion.
Donc ce sont des cas qui soulèvent l'émotion, parce que c'est quelquefois grave, mais ce ne sont pas les plus importantes. Alors, vous parlez d'explosion. Il y a la fuite du gaz et il y a l'explosion. D'accord. En fait, quand est-ce qu'une bouteille de gaz explose? La bouteille de gaz contient du gaz propane ou butane condensé. Donc, quand il y a une élévation importante de température, le gaz condensé s'étend et veut sortir. La bouteille aussi, la structure de la bouteille est fragilisée par la chaleur. Donc, la conjugaison de ces deux facteurs organise une explosion et une fissure qui est souvent, la bouteille est souvent projetée. Donc, c'est ce phénomène-là qui peut conduire à une explosion. Aussi, quelquefois dans la manutention, les bouteilles sont jetées de très haut et le choc aussi peut produire une explosion. Mais sinon, généralement, en termes d'incendie, nous avons des fuites sur les bouteilles de gaz. Et ces fuites-là peuvent s'enflammer. Donc, quand les fuites s'enflamment... Elles s'enflamment quand il y a une étincelle. Oui, en fait, quand le gaz rencontre une étincelle... Un briquet, une bûchette d'allumettes, une cigarette, un mégot de cigarette. Il faut dire que l'étincelle aussi peut être produite par un appui sur... un interrupteur ou l'utilisation du téléphone. Donc, quand il y a du gaz qui s'échappe, il faut éviter tout appareil qui peut produire des étincelles. Qui peut produire même de l'électricité. Oui. D'accord. Bon, vous en parliez, hein, les causes de ces explosions-là. Est-ce que les erreurs humaines sont plus nombreuses? Est-ce que les erreurs humaines, les défauts techniques, la négligence des fabricants, est-ce que ça aussi, c'est à prendre en compte? Dans l'élément, on parlait même de la qualité des bouteilles. Je pense que il y a deux facteurs. Premièrement, il y a la négligence, la mauvaise manipulation, et il y a certains éléments aussi qui ne sont pas en bon état de fonctionnement. Donc, certaines bouteilles de gaz ne sont pas... Pas seulement la bouteille, parce que nous avons la bouteille et certains accessoires. Parce que pour mettre en œuvre la bouteille, il faut un détendeur qui permet de réduire la pression à la sortie du gaz de la bouteille, un tuyau de raccordement qui permet de raccorder, comme son nom l'indique, la bouteille à l'ensemble de cuisson et un brûleur qui permet d'émettre la flamme. Et ces éléments-là sont périssables, hein? Ils sont périssables. Ils sont tous périssables. Il faut dire que ce sont des éléments fabriqués par des fabricants. Donc, sur chaque élément, il y a une date d'expiration. Mais en général, tous ces accessoires-là, leur durée de vie tourne autour de 5 ans. Alors qu'on peut en utiliser pendant 10 ans. Donc, si vous êtes à votre domicile, si vous savez qu'un de ces accessoires a fait plus de 5 ans, déjà, il faut le changer. Et si vous avez un doute sur son état ou il ne fonctionne pas bien, il faut aussi le changer. Et quelle est la bonne procédure pour installer une bouteille de gaz à domicile? C'est de la mettre de façon dans une zone aérée totalement ou... Déjà, dès que vous avez la bouteille de gaz, il faut s'assurer qu'elle soit entreposée dans un endroit aéré. Vous savez, le gaz butane ou propane est plus lourd que l'air. Donc, quand il fuit, il se tasse et se condense sur le bas. Donc, quand c'est un endroit aéré, on s'assure que le gaz va se dissiper, même s'il fuit, et on aura moins de risques d'incendie. Ensuite, je les citais tantôt, ces 3 accessoires importants. Le détendeur, le tuyau de raccordement et le brûleur. Il faut s'assurer que ce sont des éléments qui fonctionnent normalement et qui sont achetés dans des boutiques agréées. Donc, avec tous ces éléments, je pense qu'un risque peut arriver, mais ça va amoindrir le risque d'incident. Que faire immédiatement hein, quand on suspecte une fuite de gaz? Déjà, avant de répondre à cette question, je vais donner les signes avant-coureurs d'une fuite de gaz. C'est cela, allez-y. D'accord, nous avons 2 signes principaux qui peuvent annoncer une fuite de gaz. Un signe olfactif, c'est-à-dire qui est lié à l'odeur. Donc, des gens disent que l'odeur, c'est un peu une odeur d'œuf qui serait pourri, d'œuf pourri. D'œuf pourri ou de soufre. Il faut dire qu'à l'état naturel, le butane ou le propane sont inodores. Mais pour les besoins de l'utilisation du gaz domestique, ils sont odorisés en ajoutant du mercaptan ou du THT. Donc, c'est ces éléments-là qui donnent l'odeur particulière pour que dès qu'il y a une fuite, on puisse la détecter et éviter les accidents. Le deuxième signe avant-coureur, c'est un signe auditif. Donc, le gaz étant sous pression, quand il fuit, nous entendons un suintement ou un sifflement. Donc, ce sont ces 2 signes principaux qui permettent de nous prévenir d'une fuite de gaz. Que faire si cela arrivait quand même? Dès que vous arrivez dans un local et que vous avez senti ou entendu une fuite de gaz, il faut garder son calme. Déjà, aérer le local pour pouvoir évacuer le gaz.
Ne pas produire d'étincelles, donc c'est-à-dire ne pas appuyer l'interrupteur, ne pas manipuler son téléphone, ne pas jouer avec un briquet. Ensuite, appeler les secours. On ne sait pas comment ça peut évoluer. Appelez les secours au 180. Un opérateur vous dira la conduite à tenir. Et s'il le faut, une équipe de terrain viendra pour la suite. Et ça, c'est ce qu'il faut faire avant que les secouristes n'arrivent. Mais est-ce qu'un extincteur est suffisant? L'extincteur, c'est un outil qui est utilisé en début de feu. Là, on a parlé seulement d'une fuite de gaz. La fuite n'est pas encore enflammée. Et c'est cela. Quand la fuite s'enflamme, l'extincteur est un outil qui est utile quand le feu naît. À la naissance du feu, quand vous êtes là, vous pouvez utiliser l'extincteur. Mais pour utiliser l'extincteur, il faut être formé à son utilisation. Si vous n'êtes pas formé, vous allez perdre du temps et vous ne pouvez pas gérer. D'accord. Là, vous nous avez dit ce qu'il faut faire en cas de fuite de gaz. Et qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'incendie même? Quelles attitudes adopter? D'accord. En cas d'incendie, d'abord, il faut garder son calme. Encore une fois. C'est important, il faut garder son calme. Vous constatez l'incendie. La première des choses, c'est alerter toutes les autres personnes qui sont dans les environs et évacuer par les issues qui sont prévues pour ce faire. Ensuite, il faut appeler et fermer la porte à la sortie pour ne pas que le feu se propage et qu'il reste dans l'étendue où il était avant que les secours organisés n'arrivent. Enfin, il faut appeler les secours. L'alerte de secours suit une procédure vraiment qui est assez simple. Il faut appeler, donner son identité, son nom, son numéro de téléphone, localiser précisément où le sinistre a lieu, donner la nature exacte du sinistre. Ici, ce sera un feu sur une bouteille de gaz. Dire les mesures qui ont été prises. Par exemple, là, vous avez évacué, vous avez fermé la porte. Et puis, signaler les risques. Ah, j'ai une bonbonne de pétrole à côté. Vous signalez les risques et vous attendez. L'arrivée? Non, vous attendez que l'opérateur vous parle. Vous ne raccrochez pas directement. Il pourra vous donner des conseils avant l'arrivée des secours. D'accord. Est-ce que vous, le GSPM, est-ce que vous effectuez souvent des campagnes de sensibilisation ou de contrôle même chez les revendeurs? Effectivement, il faut d'abord savoir que la mission du GSPM s'appuie sur 3 piliers. Avant que le sinistre arrive, on a une mission de prévention. C'est ça. Et une mission de formation-information. Et quand l'incident arrive, nous intervenons. Et la sensibilisation? La sensibilisation fait partie de la formation. Et de l'information. Donc, nous passons souvent dans les dépôts de gaz pour s'assurer que les dépôts respectent la réglementation en vigueur. Aussi, de façon spontanée ou à la demande, nous participons à des formations des associations de quartier, des syndics, des écoles. Il faut savoir aussi que chaque semaine, nous recevons entre 500 et 1000 enfants dans nos compagnies pour des visites éducatives. La population, c'est le premier maillon de la chaîne de secours. Et ces enfants-là, ce sont eux qui sont les citoyens qui vont être les acteurs principaux plus tard. Donc, nous les formons pour développer leur culture de sécurité. Pour finir, nous avons développé depuis 2020 des capsules qui mettent en action. D'abord, en 2020, c'était des personnels du GSPM pour avoir les conduites à tenir. Et depuis 2024, une capsule qui s'appelle Cas concret, qui met un citoyen lambda... Qui passe régulièrement sur nos antennes. Sur vos antennes. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Par exemple, les appels abusifs, vous en avez fini avec? Non. En termes de difficultés, il faut dire que la difficulté principale du groupement des sapeurs-pompiers militaires, c'est l'incivisme d'une frange de la population. Il faut dire que cette frange se réduit comme peau de chagrin, mais il y a encore quelques-uns qui n'ont pas encore compris. Donc cet incivisme a 3 formes principales. La première forme, ce sont les appels abusifs. Il faut savoir que nous avons 97% d'appels abusifs. C'est-à-dire qu'en termes de chiffres, dans l'heure, nous avons 200 appels. Seulement 3 ou 4 appels sont des vraies demandes de secours. Tous les autres, ce sont des canulars, des fausses alertes. Donc, ça nous oblige à augmenter nos procédures pour engager les secours. Et puis, ça fatigue nos engins parce que souvent, on est lancés pour rien. C'est ça. La deuxième forme d'incivisme, ce sont le refus de céder le passage. Il faut savoir que les engins de secours sont des engins prioritaires. Donc, nous, on part pour sauver des vies.
Donc quand on part, il faut nous céder le passage parce qu'en termes de secours, chaque seconde compte. Tout à fait. À titre d'exemple, le vendredi, nous avons un mini-car de transport qui a percuté une de nos ambulances qui allait en intervention. Donc 3 conséquences directes. Premièrement, la victime qui attendait a dû patienter encore plus longtemps pour qu'un autre engin aille pour le secourir. Deuxièmement, il y a un des personnels qui était blessé, donc il a 3 jours, il ne pourra pas travailler. Et la conséquence 3, c'est que l'engin est indisponible. Il faut savoir que chaque engin fait 6 ou 7 sorties. Donc ça fait un engin en moins pour les secours. Alors, vous n'en avez pas beaucoup d'engins, vous n'êtes pas suffisamment équipé. Est-ce que c'est on est là aujourd'hui, est-ce que vous pouvez appeler à ce que vous soyez renforcés en équipement? Il faut dire que déjà, depuis la naissance du GSPM qui a 50 ans, depuis l'année dernière, nous avons le plus haut niveau en termes de capacité. Mais c'est pas suffisant. Il en faut encore plus. Il en faut encore plus pour sauver plus de vies. Un message de prévention aux populations, très rapidement, 15 secondes. Déjà, il faut dire que les bouteilles de gaz sont des éléments indispensables, mais quand elles sont mal manipulées, elles peuvent être des sources de danger. Donc, il faut payer des bouteilles qui sont normées avec des accessoires normalisés. Parce qu'on a Codinorme, la norme officielle en Côte d'Ivoire. Avec des accessoires normalisés et les mettre dans des endroits aérés. Éviter de les mettre dans des endroits clos qui ne sont pas ventilés. Merci. Mon colonel. Merci. Lieutenant-colonel Boni Nemba, chef du bureau des opérations au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Merci beaucoup, mon colonel.